Si tu veux te présenter, puis Géraldine. Donc, Sylvie Morardet, je suis chercheuse à l'INRAE, économiste, et dans la même UMR que Nils et Géraldine, l'UMR Géo. Oui, bonjour, donc je suis Géraldine Abrami, je suis aussi dans la même UMR que Nils et Sylvie. Et moi, je suis plutôt modélisatrice. Eva, qui n'a à ma connaissance pas de caméra, est-ce que tu veux te présenter aussi, s'il te plaît? Bonjour, Eva Perrier, donc également recrutée à l'UMR Géo depuis 2 mois et je travaille sur le suivi et évaluation de processus participatifs en région Occitanie. Voilà, Eva était déjà intervenue lors de la session sur le suivi et l'évaluation. Bien, donc on va commencer comme d'habitude. Si par hasard il y a un problème technique, alors juste un rappel pour tout le monde. Je vais vous demander de poser vos questions de préférence dans la partie questions et réponses. Et si par contre vous avez d'autres points techniques, etc., envoyez-les dans la partie discussion et on essaiera de suivre. En général, on essaye de tenir le timing. Donc, il est 17 et nous commençons pour 25 minutes. Donc, aujourd'hui, on va parler de diagnostic et de modélisation participative. Alors, la question et l'enjeu global de ce webinaire d'aujourd'hui est globalement la question de la production de la connaissance, de la production d'informations, de la production de données. Et en fait, pourquoi finalement et comment faire participer des acteurs, dont les citoyens, au diagnostic d'une situation sociale, d'une situation environnementale. Dans ce contexte-là, on va s'intéresser et s'interroger particulièrement sur la notion de pilotage, de réalisation, de bénéficiaire des observations. Et donc, on va être amené en fait à discuter la position du diagnostic participatif par rapport aux sciences citoyennes ou à la recherche participative ou aux sciences participatives. Il y a plusieurs dénominations. Et puis, on fera une petite exploration de démarrage sur les notions de modélisation participative sur lesquelles on reviendra dans une session ultérieure avec la façon dont ça se positionne par rapport au diagnostic. Voilà. Alors, d'abord, quelles sont les motivations et les raisons finalement du diagnostic participatif? Donc, qu'est-ce que c'est qu'un diagnostic? Bon, c'est décrire et analyser une situation dans ses différentes dimensions et son évolution, avec en vue des enjeux de décision et d'action. Alors déjà, vous voyez que le mot décision et action est posé et que ça va potentiellement nous différencier des sciences citoyennes au sens classique, qui n'ont pas forcément cette perspective décisionnelle ou, disons, actionnelle par la suite. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver des processus d'observation, de collecte et de structuration de données. Donc, des données, c'est des résultats factuels. Alors, il y a beaucoup de questions sur lesquelles on reviendra éventuellement sur les problèmes de faits, etc. Mais sur une situation, produire et partager des connaissances, et vous voyez que j'ai souligné le mot partage des connaissances, et puis comprendre pour pouvoir choisir et agir. Donc voilà ce qui va motiver en fait le diagnostic participatif. Alors le tableau du dessous est un tableau qui vous propose en fait 3 modalités et 3 interprétations du diagnostic participatif, depuis une situation, disons, classique, experte, non participative, jusqu'à ce qu'on peut appeler par exemple un diagnostic autonome. Et le tout étant décliné sur 4 étapes: le moment du pilote, enfin de la conception et du pilotage, l'observation et la collecte elle-même, l'analyse et l'interprétation des résultats et l'usage et les impacts. Alors, en fait, je vais me concentrer sur les 2 extrêmes, c'est-à-dire le cas non participatif et le cas du diagnostic autonome. Et fondamentalement, c'est comme pour l'ensemble des processus participatifs qu'on a présentés par le passé, la question centrale, c'est celle de l'inclusion progressive de plus d'acteurs, dont par exemple des citoyens, dans des choses qui en général leur sont exclues. Donc, dans le cas non participatif, pilotage et conception, c'est des gestionnaires qui ont des questions à poser sur un territoire, qui vont mobiliser des experts pour dire qu'est-ce qu'on doit regarder, de quelles données on dispose, faisons un état des lieux, un état de littérature, etc. Collectons les observatoires, etc. Bon. Et puis après, on fait de l'observation complémentaire, on met en place des réseaux de capteurs, on lance des enquêteurs, etc. On fait de la télédétection, etc. Et puis, on lance des analyses à partir éventuellement de modèles, où on fait des statistiques, on en tire des conclusions, et tout ça permet d'alimenter des décideurs pour cadrer des processus ultérieurs. Donc ça, c'est le cadre classique qu'on va retrouver dans la plupart des enquêtes, disons des diagnostics ou des états des lieux, par exemple dans les dispositifs d'enquête.
Alors, je vais tout de suite en fait, aller à l'extrême pour aller plus vite. On va se poser une question d'autonomisation finalement du diagnostic. Qu'est-ce qui va se passer à l'autre extrême? À l'autre extrême, eh bien, on va faire rentrer des participants dans la définition du cadre d'observation et des protocoles, c'est-à-dire ce qu'on veut observer et comment on va l'observer. Alors pour ça, nous, par exemple, on a défini une méthode qui s'appelle COPPER, Kit d'observation et de protection de l'environnement des rivières, qui permet en fait de rendre participatif la conception d'un processus de diagnostic participatif ou d'observation participative, c'est-à-dire finalement de poser la question aux gens de ce qu'ils veulent savoir sur leur environnement et aussi comment ils veulent le savoir, parce qu'ils peuvent dire demandons aux experts, ou alors ils peuvent dire non, on va aller regarder sur le terrain nous-mêmes. Il y a des critères pour ça. Après, l'observation elle-même, on peut effectivement mobiliser des gens pour faire de l'observation, alors avec des facilités plus ou moins grandes selon ce qu'on a observé. Il y a toute la problématique de l'observation de l'invisible, une pollution, un état de nappe, ce n'est pas des choses qui s'observent comme ça, disons, à l'œil nu. Par contre, il y a d'autres choses qui s'observent, et puis il y a des dimensions subjectives qui sont plus difficiles à discuter, des questions sociales qui vont amener à se dire est-ce que quelqu'un est capable de produire une observation sociale sur lui-même, par exemple. Et ça, c'est une des difficultés méthodologiques de ces dispositifs. L'analyse et l'interprétation, de nouveau, elle peut être rendue participative, avec une analyse participative et de la modélisation participative sur laquelle on reviendra. Et puis finalement, qu'est-ce que ça produit et quel usage on va en avoir? Eh bien, évidemment, l'idée, c'est qu'un diagnostic qui devient participatif, voire autonome, c'est un diagnostic qui produit en lui-même du changement, qui produit un apprentissage social pour ses participants, qui vont être sensibilisés, mais aussi être entrés en dialogue, parce que l'observation ne se fait pas tout seul, et éventuellement se co-engager. Alors, on y reviendra un peu sur les sciences citoyennes et l'impact qu'elles peuvent produire. Donc, finalement, qu'est-ce que c'est que la place des gens dans ces démarches? Alors, les gens au sens large, vous vous souvenez qu'on avait dit que c'était le vocable qu'on utiliserait régulièrement. Eh bien, d'une part, de façon sous-jacente, ils sont partie prenante du processus eux-mêmes. Donc, ce n'est pas vraiment une place qu'ils vont occuper, c'est une place qu'ils occupent à l'instant de leur plein gré, si vous voulez, dans le sens qu'ils sont facteurs, finalement, de ce qui se passe. Alors, ils peuvent être des sujets qui sont étudiés par des scientifiques en tant que tels, donc c'est le cas pour les sciences sociales, donc des enquêtés. Ils peuvent participer à des expérimentations sociales. Ils peuvent être ce qu'on va appeler des acteurs-capteurs, donc c'est ce qu'on va retrouver dans les sciences citoyennes. Un acteur-capteur, il est là pour finalement produire de la donnée de façon parallèle à des capteurs plus techniques, technologiques. Ça peut être des apprenants, ça peut être des cibles de sensibilisation, donc ils peuvent être dedans parce qu'on cherche à les sensibiliser aux papillons ou à autre chose. Ils peuvent proposer des idées, des hypothèses, des questions, voire même des questions scientifiques. Ça peut être des partenaires scientifiques dans la programmation, la conception, voire la publication. Les chartes éthiques européennes préconisent que dans les sciences participatives, par exemple, les gens soient effectivement associés et reconnus comme contributeurs de la démarche. Ils peuvent être tout simplement, dans leur situation de citoyen, commanditaires et financeurs par le fait que c'est une action qui est financée dans le cadre de l'action publique. Et puis finalement, ils peuvent être concernés, bénéficiaires ou victimes. Donc il y a beaucoup de rôles finalement, et c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on voit dans les schémas de sciences participatives classiques. Alors en fait, ce sur quoi on voudrait insister, c'est la notion que le diagnostic qui est réellement participatif, en fait, il produit des connaissances, certes, de la sensibilisation et éventuellement du dialogue, et il va contribuer au changement. Donc, en fait, il n'a pas qu'un rôle d'espèce d'extracteur, de capteur de données, il va produire autre chose, et c'est sur cette autre chose sur laquelle on va essayer d'avancer un petit peu. Donc, je donne la parole à ma collègue Sylvie Morardet. Donc, moi, je vais vous présenter un exemple de diagnostic qui a été réalisé récemment en Tunisie dans le cadre d'un programme de développement, le programme PACT, donc intitulé « Programme d'adaptation au changement climatique de territoires ruraux vulnérables ». L'objectif de ce programme, c'est de concevoir, d'accompagner l'émergence et la structuration progressive d'un dispositif de concertation et planification du développement territorial et d'aboutir à des plans d'action pour le développement de ces territoires. C'est un programme qui est conduit par le ministère tunisien de l'Agriculture et qui s'étale de 2018 à 2023 et qui est financé par l'Agence française de développement. Alors, en termes de diagnostic et même de processus de développement territorial global, le programme PACT, il est en rupture avec les pratiques antérieures en Tunisie, et notamment en termes de diagnostic. Précédemment, on avait, comme l'a décrit tout à l'heure Nils, un diagnostic qui était vraiment un diagnostic d'experts, conduit en général par des bureaux d'études, sur la base de rapports techniques, avec très peu de consultations
de la population, et au final, qui était très peu, avec des résultats qui étaient très peu appropriés par l'administration elle-même. Donc là, dans le cadre de PAT, l'ensemble du processus de diagnostic puis de planification est conduit par des agents du ministère de l'Agriculture, mais qui sont dans une posture de facilitateur, qu'on a appelé donc chargés d'appui au développement rural, qui sont accompagnés par des observateurs qui réalisent le suivi évaluation, et qui sont formés et accompagnés méthodologiquement par une équipe de chercheurs franco-tunisiennes. Donc, la suivante, voilà. Donc, le diagnostic qui s'insère dans un processus participatif global. Donc, nous, je vais vous présenter rapidement deux étapes clés, donc le diagnostic lui-même et la validation du diagnostic. Et les objectifs de ce diagnostic, ouais, tu peux clic suivant, ouais, voilà. Il y avait 3 objectifs. Hein, donc, le premier, c'était de construire une représentation partagée de chacun des territoires pour conduire à un plan de développement. Le deuxième, c'était d'analyser la structuration sociale afin d'identifier les membres du futur comité de territoire qui va, lui, être en charge de la planification. Et enfin, de contribuer à changer les relations entre les habitants et l'administration en rétablissant une relation de confiance et surtout en changeant la posture des agents de l'administration vis-à-vis de la population. Diapo suivante. Donc, le programme, il est conduit dans 6 zones que vous voyez sur la carte à droite. Donc, c'est des zones marginales, hein, très en retard du point de vue du développement économique, qui sont aussi marginales, vulnérables au changement climatique avec des ressources naturelles très dégradées. Et le principe, c'était d'intervenir et de réaliser le diagnostic à différentes échelles. Donc là, vous avez un petit schéma au milieu montrant les différentes échelles. On est parti de l'échelle des territoires de vie, c'est-à-dire le territoire que les gens considèrent comme étant le leur, celui dans lequel ils utilisent les ressources naturelles, dans lequel ils réalisent leurs activités et ils ont leurs relations sociales privilégiées. Ensuite, ces territoires ont été agrégés à l'échelle d'unités territoriales homogènes. C'est des unités qui ont des enjeux communs, des caractéristiques sociales, physiques, environnementales similaires et qui vont du coup pouvoir faire l'objet d'interventions de même type. Et ensuite, on a une synthèse à l'échelle de la zone d'intervention elle-même. Donc, pour donner une idée, le territoire de vie, c'est environ de 1 à 10 km², les UTH de 5 à 40 km², et chaque zone d'intervention, elle, c'était 70-160 km². Donc, diapo suivante. Donc, les principes du diagnostic, c'était d'avoir une approche systémique, donc avec une entrée territoriale, hein, comme on l'a vu, qui est considérée du point de vue physique, sociopolitique, comment il est vécu et approprié par ses habitants. Avoir aussi une approche pluridisciplinaire en associant à la fois des méthodes de sciences humaines et sociales et des méthodes de sciences environnementales, et aussi en croisant les savoirs et notamment en associant vraiment les savoirs qui viennent des habitants eux-mêmes, des agriculteurs, et les savoirs experts. On est dans des zones sur lesquelles il y a eu très peu d'interventions publiques jusqu'à présent, et finalement peu de connaissances expertes. Donc, on est obligé pour ce diagnostic de s'appuyer sur les connaissances des gens. Deuxième principe, c'était l'approche diachronique, donc on regarde comment évolue le territoire dans le temps. Et le troisième, c'était la discussion des résultats avec les habitants. Alors, par rapport à la grille qu'a proposée Niels, on est plutôt dans un diagnostic contributif, on n'est pas complètement dans un diagnostic autonome, mais c'est déjà un grand pas par rapport à la pratique antérieure dans le cadre tunisien. Donc, le processus de diagnostic, il était très long par rapport à ce qui se fait d'habitude. Là, il s'est étalé sur 18 mois, avec 2 étapes importantes en termes de participation de la population. La première, c'était l'étape à l'échelle du diagnostic à l'échelle des territoires de vie, où il y a eu toute la collecte
d'information auprès de la population avec des entretiens individuels, collectifs, de la cartographie participative, des récits de vie, des traversées. Donc ça s'est étalé environ sur 6 mois. Ensuite, on a eu une phase plus de synthèse qui a été réalisée par les agents de l'administration avec l'appui des enseignants et des chercheurs. Donc, c'est une synthèse à l'échelle unité territoriale homogène et zone d'intervention. Et le deuxième temps fort de participation, c'était des ateliers de restitution qui ont été faits à l'échelle de chacun des territoires de vie pour valider, discuter, valider le diagnostic réalisé jusqu'à présent. Et ensuite, la dernière phase, c'était une phase de rédaction des rapports. Et donc, vous voyez en bas donc les résultats. On a des résultats à la fois à l'échelle des territoires de vie, avec des bases de données, des rapports pour chacun des territoires, et aussi des produits à l'échelle de la zone d'intervention, des gros rapports, des synthèses, des modèles 3D qui vont être ensuite mobilisés dans les phases suivantes. Donc, très rapidement, les outils qui ont été mobilisés dans le diagnostic, donc je l'ai déjà dit en fait, hein, sur l'étape de terrain à l'échelle des territoires de vie, donc les entretiens, donc j'en ai déjà parlé. Là, on a quelques illustrations de comment ça s'est passé avec les gens sur place et qu'est-ce que cela produit. Sur la phase intermédiaire de synthèse, donc on a produit ce qu'on peut appeler des objets intermédiaires sur lesquels on va revenir tout à l'heure, qu'on a appelé des modèles de dynamique territoriale, qui en fait résument de manière graphique la connaissance que l'on a, la compréhension que l'on a du fonctionnement de ces territoires. Et ces modèles, ils ont été réalisés à l'échelle des intermédiaires des UTH. On a également produit des frises chronologiques. Et lors des ateliers de restitution, donc on a réutilisé voilà, ces éléments de synthèse, présentés de manière donc déjà traduits en dialecte tunisien et présentés de manière à pouvoir les discuter avec la population. Et donc, je dirai tout à l'heure comment le modèle de dynamique territoriale a été utilisé. Ah ben voilà, diapo suivante. Du coup, je prends la parole. Je laisse la parole à Géraldine. Hein. Ouais, je te la repasserai pour la diapo suivante, en fait. Donc là, on va, Sylvie a présenté un exemple de diagnostic participatif. Donc maintenant, sur les quelques slides suivantes, on va parler un peu plus concrètement de modélisation participative. Donc là, on doit affaire à un type d'outil et on va voir comment ça peut être une approche de diagnostic participatif ou plus. Donc, diapo suivante, on va revenir sur justement le modèle de dynamique territoriale. Donc peut-être Sylvie, je vais te laisser… Voilà. Alors, donc ce modèle, bon là, vous le voyez un petit peu plus grand. En rouge, bon, vous n'arrivez pas forcément à lire, mais on a identifié quels étaient les problèmes les plus importants sur le territoire et essayé de décrire les facteurs qui avaient amené à cette situation. Et en bas du modèle, on avait les différentes stratégies et systèmes d'activité qui ont été mis en place par les habitants pour réussir à vivre dans ces territoires. Ces modèles, ils ont été simplifiés, traduits en dialecte tunisien et donc présentés de manière un peu plus facile, compréhensible lors des ateliers de restitution. Là, vous voyez, en plus, il y a des papiers roses qui ont été ajoutés. Donc ça, c'est des modifications qui ont été apportées au modèle par les habitants lors de la discussion et éventuellement, dans certains cas, des propositions d'action pour adresser les enjeux qui ont été mis en évidence. Donc, ce modèle, c'est un support pour nous très important de communication et de discussion et il va être réutilisé ensuite dans la suite du processus pour identifier des besoins d'études complémentaires. Il a été utilisé dans les ateliers pour discuter des enjeux, les hiérarchiser. Dans la suite, il a été aussi utilisé, là vous voyez en haut à droite, le même schéma, mais où on a rejeté des petites bulles en bleu et jaune qui en fait sont des propositions d'action qui ont été faites par la population
pour améliorer leur situation. Et donc, on les a replacés par rapport au modèle de dynamique pour identifier si on n'avait pas oublié certains aspects. Et il va aussi servir à définir un cadre de suivi et évaluation des impacts du projet. D'abord parce qu'il constitue un état de référence, mais il permet aussi de réfléchir aux indicateurs d'impact. Voilà. Donc, Sylvie vous a présenté un exemple de… Non. Bon, c'est pas grave. Elle vous a présenté un exemple de modèle participatif, donc un exemple de modèle qui a été discuté de manière participative, de modèle conceptuel, mais on peut aussi concevoir des modèles conceptuels de manière totalement participative. Donc là, je vais vous donner l'exemple d'une méthode qui a été développée par des collègues notamment de l'INRA et du CIRAD, qui s'appelle la méthode HARDI, qui est une méthode maintenant assez éprouvée pour faire des modèles participatifs, des modèles conceptuels participatifs qui peuvent servir à faire des diagnostics de territoire et réfléchir à des plans de gestion de territoire. C'est l'exemple que je vous donne, c'est l'exemple qui est issu qui est présenté dans le guide méthodologique de support à cette méthode. Donc, ce n'est pas un cas d'étude particulier. Donc, en fait, la méthode HARDI, A, c'est pour acteur, R, c'est pour ressources, D, c'est pour dynamique et I, c'est pour interaction. Donc, il s'agit de faire travailler un groupe d'acteurs dans des ateliers qui sont animés par un facilitateur formé autour de 3 questions. En général, il est nécessaire d'avoir 1 à 3 heures pour chacune de ces questions, donc un travail de constitution d'un modèle conceptuel HARDI. C'est quelque chose qui s'étale sur une demi-journée à une journée, voire une journée et demie. Donc, la première question, c'est quels sont les principaux acteurs qui semblent pouvoir jouer un rôle décisif dans le système. Donc là, on a un exemple autour de la gestion d'un fleuve. Donc, c'est un petit peu compliqué à expliquer comme ça, c'est-à-dire qu'on distingue des acteurs directs, des acteurs indirects. Et puis, en fait, ce qu'on voit en rouge avec des petits numéros, c'est des choses qui ont été discutées pendant l'atelier, plus spécifiquement. Et en fait, les éléments rouges ont été rajoutés dans le schéma en posant les autres questions. Donc, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Donc, la deuxième question, tu peux y aller. C'est quelles sont les principales ressources qui rentrent en jeu dans le territoire et quels sont les indicateurs associés. Et puis, la troisième question, c'est quels sont les principaux processus qui provoquent des changements, là, en l'occurrence, dans le débit du fleuve. Donc là, vous voyez une liste de processus qui a été faite avec les acteurs. Et question associée, comment les acteurs utilisent-ils les ressources? Donc, quelles sont les interactions entre les acteurs et les ressources? Donc, vous voyez, ce processus, ça conduit à constituer une série de diagrammes, en fait, qui sont interdépendants les uns des autres, puisque tous les éléments rouges, c'est en fait des éléments qui ont été rajoutés, modifiés quand les discussions ont été faites lors des autres diagrammes. Et sur cette base, en fait, on peut identifier des priorités de recherche et de développement, passer à la rédaction d'un projet, puisque ça aura permis de construire collectivement une représentation partagée des éléments et des enjeux du système. Tu peux cliquer encore une fois. Donc, c'est une méthode qui est utilisée assez largement et en particulier de manière un petit peu institutionnalisée, on va dire, par UNESCO-MAB pour l'examen périodique des réserves de biosphère. Donc, ça, c'était un exemple de méthode qui vise à faire un modèle conceptuel des acteurs, des ressources, des interactions dans le territoire, mais on peut aussi faire des modèles participatifs d'autres choses. Donc là, à gauche, c'est l'exemple d'un modèle participatif d'action. Donc, une action avec des ressources, des impacts, des risques, des actions liées. Qui a été aussi construit de manière participative. Donc ça a été fait dans un projet en Bulgarie il y a un petit moment. Et puis, l'autre exemple, c'est un modèle un peu plus, on va dire, un modèle des sources d'eau dans un espace domestique au Kiribati. Donc, c'est voilà, un autre type de modèle. Peut-être, Nils, tu peux en dire 3 mots. On va avancer. On va avancer. Donc voilà, diapositive suivante. Donc oui, là juste quelques points, un petit peu de recul sur faire modéliser les acteurs. C'est quoi en faire modéliser les acteurs? C'est qu'on utilise un formalisme. Alors un formalisme, c'est un langage et des règles, donc des types d'objets, des règles pour utiliser ces objets.
Ce formalisme, il peut être plus ou moins structuré. Donc, dans le cas d'Hardy, c'est un formalisme quand même assez peu structuré, mais vous voyez bien qu'il y a des acteurs, des ressources, des flèches. Et puis, dans certains cas, ça peut être de la modélisation participative sur des formalismes beaucoup plus structurés. Donc, ça permet de donner une structure pour appréhender la complexité et en forçant les gens à rentrer dans ce formalisme, ça permet d'identifier des incertitudes et des trous de connaissances. Ça aide à expliciter une diversité de représentations. Et quand on fait de la modélisation, on produit des représentations qui sont explicites et donc négociables. On appelle ça des objets frontières, donc ça aide à négocier des représentations partagées. Et aussi, ça fait des supports qui permettent éventuellement de communiquer, de délibérer entre différents groupes d'acteurs. Donc, par rapport au diagnostic, donc le diagnostic, c'est un ensemble de méthodes dont possiblement, alors PM, je suis désolée, la coquille qui traîne, c'est Participatory Modeling, modélisation participative, pour aboutir à un état des lieux. Et la modélisation participative, c'est un type de méthode qui peut alimenter un diagnostic, mais qui peut être aussi utilisé avec d'autres motivations. C'est bon. Voilà, donc juste un mot sur une démarche intégrée de modélisation participative, c'est la modélisation d'accompagnement. De son petit mot commode. Donc, la modélisation d'accompagnement, c'est une démarche qui a été développée par un collectif de chercheurs, CIRAD, INRAS, IMAGREF, CNRS, à la fin des années 90, donc il y a maintenant atteint une certaine maturité. Et donc, la méthode Hardy est un outil qui a été développé par le collectif Commode. Et l'idée de Commode, c'est d'utiliser des modèles pour stimuler la participation des acteurs. Donc, en fait, on utilise la modélisation pour impliquer les acteurs, pour améliorer les connaissances sur un système ou alors pour définir un projet de développement territorial. Donc, l'idée de ce petit schéma, c'est que les acteurs, ils ont chacun leur représentation du système et qu'en les faisant travailler sur une représentation commune, ça peut les amener à changer leur propre représentation et ça peut aider à créer de la discussion dans une arène d'acteurs. Voilà, tu peux y aller. Ouais, donc là, en fait, les petits schémas, c'est qu'en fait, dans Commode, la plupart du temps, on ne s'arrête pas au modèle conceptuel, c'est que ces modèles conceptuels servent ensuite à élaborer des outils de simulation qui prennent souvent la forme de jeux de rôle. Donc là, on a de la modélisation participative qui ne s'arrête pas, enfin, comment dire, donc la motivation ne s'arrête pas juste à faire interagir des acteurs, la motivation est aussi de construire un outil qui va permettre de faire interagir d'autres acteurs sous forme de simulation participative. Voilà, tu peux y aller. Tu peux cliquer. Et donc, un petit peu de teasing. Donc, la prochaine fois, on va s'intéresser plus particulièrement donc, à la simulation participative et à la conception participative de jeux de rôle avec l'outil What a Game, donc, qui fait partie du pack Coplage. Donc, vous pouvez voir une petite photo ici. Voilà. Merci Géraldine. Alors, il est 44, donc nous avons dépassé le temps. Et donc, exceptionnellement, pour la première fois dans la série, nous ne ferons pas la suite. Et en plus, vous nous avez demandé de ralentir. Donc, on va effectivement ne pas présenter les transparents suivants. Donc, on va juste continuer dans le teasing en disant simplement, je vous invite, les transparents est en ligne quand même. Hein, vous pouvez tricher et aller voir avec tout le bénéfice que vous pouvez en tirer la suite sur le site comme d'habitude. Et donc, je vous inviterai, en fait, on va reprendre ce qui n'est pas présenté aujourd'hui lors du webinaire numéro 9 du 4 mars, au cours duquel on aura en complément une intervention de notre collègue Christophe Roturier de la direction pour les sciences ouvertes de l'INRAE. Et nous reviendrons sur les questions de recherche participative et de sciences citoyennes que donc nous n'aborderons pas aujourd'hui. Et en fait, ce qui est présent ici dans la présentation sera repris texto ce jour-là. Je vous remercie. Nous arrêtons pour aujourd'hui pour ne pas trop dépasser le timing habituel. Et donc, nous prenons les questions. Je vous rappelle, s'il vous plaît, de préférence, les questions dans la partie questions-réponses. Et nous essayons d'y répondre. Nous avons un quart d'heure.
alors, pendant que vous réfléchissez vos questions, pour celles et ceux qui ne sont pas coutumiers, je vous rappelle que la totalité des transparents et des vidéos des sessions passées sont toujours disponibles sur le site whatagame.info/ingepart, qui est le site d'accès standard du webinaire. Peut-être la personne qui a demandé de ralentir un peu, s'il y a des, s'il y a des choses qui étaient vraiment trop rapides sur lesquelles vous voulez avoir un peu plus de détails. Alors, donc nous avons une question que je vais lire. Par rapport à un diagnostic basé sur des expertises uniquement, est-ce que le diagnostic participatif n'a pas une représentativité moins grande en termes de zones géographiques couvertes, par exemple? Sylvie, tu veux commencer à répondre à cette question? Alors, dans le cas tunisien, parce que je n'ai pas forcément non plus une expérience très étendue sur le diagnostic participatif, on est sur des territoires qui sont petits. Je pense que en fait, la méthode qu'on a adoptée, elle a permis au contraire de couvrir l'intégralité des territoires, alors que les experts qui agissent, qui interviennent en général dans les processus de développement territorial ou dans les programmes de développement agricole, ils font des interventions très courtes. Ils vont qu'à quelques endroits et ils ne couvrent en général pas la totalité du territoire. Alors, évidemment, on est dans un contexte un peu différent de celui qu'on peut avoir en France. Voilà, ma réponse, elle est valable dans le cas tunisien. Nils, ça peut être des choses à rajouter. Oui, je compléterai. En fait, l'historique méthodologique des diagnostics participatifs est très, très long, très ancien, en particulier dans le domaine de l'agronomie et dans les domaines ruraux, puisque ça fait très longtemps que des collègues en agronomie ont développé des approches, par exemple de diagnostic d'exploitation, qui étaient intrinsèquement participatifs, puisqu'ils s'appuyaient sur la connaissance, évidemment, de l'agriculteur, de sa propre exploitation avant tout, et à l'extension en inter-exploitation d'un petit territoire agricole en particulier. C'est vrai aussi sur les diagnostics en milieu urbain pour les habitants des quartiers, qui vont par exemple refaire une cartographie, établir une cartographie de leur propre quartier en termes de dégradation, en termes de points noirs, de circulation, etc. Alors, en fait, toute la question par rapport à la question qui est posée, c'est tout simplement lié au niveau d'inclusion et à l'extension du dispositif participatif, et puis aussi à son pilotage, c'est-à-dire en particulier comment la qualité, on n'a pas eu l'occasion de revenir beaucoup sur les problèmes d'éthique, et j'en parlais un peu par la suite, comment est-ce que la qualité à la fois de l'organisation même du dispositif et de la production des données est assurée, et quand on fait des dispositifs participatifs, évidemment, il y a un problème de qualité, il y a un problème de maîtrise, puisqu'on s'appuie sur l'interprétation et les connaissances de personnes qui ne sont pas forcément expertes. Donc, il peut y avoir des problèmes de formation préalable pour que ça puisse fonctionner. Sylvie a expliqué qu'en Tunisie, il y avait eu un travail qui avait été fait avec des intermédiaires qui étaient formés pour la méthodologie. Il n'empêche que observer, caractériser, c'est aussi quelque chose qui s'apprend, même si la vision plus naïve, profane, elle a aussi sa valeur en soi, tout simplement parce que ce sont sur ces visions et ces perceptions profanes du monde que les acteurs agissent. Et non pas, les acteurs n'agissent pas en fonction de la réalité, ils agissent en fonction de leur représentation de la réalité. Et donc, avoir une information sur ces représentations est aussi utile à l'action. Voilà. Alors, question suivante. Quelle variation de l'engagement des populations dans le temps? Y a-t-il un schéma type de cette variation et quel truc pour la maintenir? Bon, alors, je pense que la personne qui s'appelle spectateur anonyme n'était pas forcément là aux sessions précédentes, donc c'est une question que nous avons traitée dans les webinaires précédents et qui était en partie au sujet de certains webinaires. Alors, je vais me concentrer uniquement, puisque c'est la règle aussi, sur le sujet de la semaine et quand même répondre un petit peu à la question concernant le sujet de la semaine, c'est-à-dire concernant les diagnostics participatifs ou globalement la modélisation participative. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que
où je vais peut-être aussi lancer Géraldine sur cette question en la reformulant un petit peu. C'est-à-dire que si on prend le cas effectivement de la modélisation participative et de la mobilisation de ce type d'outils, de quelle façon est-ce que ça produit de l'engagement, et peut-être qu'on peut faire écho de la façon dont, au départ, ça peut paraître un petit peu compliqué, obtus, voire, et qu'en fait, assez rapidement, ça devient quelque chose qui est relativement engageant pour les participants, Géraldine. Oui, je sais pas comment répondre à tes questions. Ah oui, bah surtout si on engage un travail qui vise à produire un outil qui est destiné quand même à être, en fait, à produire de l'extension sociale, quoi, à être utilisé de manière plus large dans le territoire. On a quand même, oui, les gens reviennent, quoi, une fois qu'ils se sont engagés dans le processus de modélisation. Enfin, je ne sais pas si c'était ça ta question, en fait. Oui, un petit peu, mais c'est simplement le fait que ce qu'on constate sur ces dispositifs, c'est que autant ils peuvent paraître un petit peu exotiques et étranges au départ, mais en fait, ça marche bien, quoi. C'est-à-dire que c'est des dispositifs qui sont relativement intéressants en général pour les gens, sauf quand ils en ont fait X fois et qu'au bout d'un moment, ils peuvent être un peu fatigués. Je compléterai simplement sur une chose qu'on a déjà dite et qui est importante sur l'engagement de façon générale, c'est qu'un engagement, il se tient quand les effets sont réels, et donc quand le contrat de participation dont on a déjà parlé est respecté, c'est-à-dire sur les finalités et les impacts. Voilà, alors question suivante. La question suivante, elle est de Thierry Merle, et il nous demande, à côté de la dimension assez cerveau gauche des modèles présentés, comment inclure la dimension plus sensible des enjeux, par exemple des démarches de type constellation, théâtre de présence sociale. Alors j'avoue que personnellement, le vocable théâtre de présence sociale, je ne le connais pas. Donc, on connaît le théâtre forum, on connaît différentes approches théâtrales. Sylvie ou Géraldine, vous voulez commencer à répondre sur la question de la dimension sensible? Notre collègue Raphaël Ducrot n'est pas là, c'est un peu notre spécialiste. Mais... Moi, je n'ai pas forcément non plus beaucoup d'expérience avec ces approches-là, mais tout à fait, elles peuvent être dans certains contextes importantes. Notamment quand il y a par exemple dans les approches vis-à-vis des risques, où il y a des émotions, où le positionnement des gens est très lié à leurs émotions. Et donc, ce type de démarche est tout à fait complémentaire des types de modèles que l'on a pu présenter avec Géraldine. Ça dépend de la question qui est posée, en fait. Oui, de façon générale, on retrouve aussi dans la notion de modélisation, en fonction justement du langage qui est utilisé, c'est-à-dire des règles du jeu qu'on donne pour la construction de ce travail dans les diagnostics, une mobilisation de la dimension esthétique, affective, qui est plus ou moins grande. C'est-à-dire qu'on peut utiliser des graphes qui peuvent paraître relativement arides à certains, mais qui pour d'autres sont aussi de la poésie, comme on peut utiliser des dessins. Vous avez vu un exemple Géraldine m'avait relancé sur l'exemple des Kiribati, donc il s'agissait de travailler sur les problèmes de services d'eau dans un pays où il y a des très gros problèmes de services d'eau dans la zone Pacifique, et où finalement c'est uniquement à partir du dessin de maison. Et d'ailleurs, c'est des choses qu'on a reprises aussi au Sénégal, par exemple, sur les problématiques d'assainissement, où un dessin de maison sert de lanceur et d'accroche sensible sur quelque chose. Au Sénégal, c'est aussi des dessins de quartier, et sur lesquels on vient rajouter des éléments. Et il y a aussi cette dimension qu'on va retrouver dans la présentation que fera prochainement Géraldine sur What a Game, de la mobilisation avec les mains, d'unités qui représentent des ressources, de l'eau, différentes choses, et qui engagent les gens. Alors après, typiquement sur la relation avec le théâtre, il y a un travail important, en particulier à Montpellier, en relation entre ces démarches de modélisation, de jeux de rôle et de théâtre forum autour de groupes au CIRAD. Il y a une réflexion importante sur ces modalités d'engagement. Il y a aussi des choses relativement à la façon dont le collectif en fait se structure sur ces dimensions plus émotionnelles et esthétiques, et la façon dont on peut le mettre en place. En tout cas, le mot modélisation renvoie souvent à des choses qui paraissent dures, ça évoque mathématiques, ça évoque des choses comme ça. La modélisation, c'est un langage commun et quelque chose qu'on met en partage. Donc après, on peut mettre en partage d'autres choses. Par exemple, des démarches de ce type-là qui se rapprochent finalement de la modélisation sont des démarches de conception de jeu de rôle en tant que tel, où la conception même du moment d'interaction dans un jeu de rôle, qui est une forme théâtrale particulière finalement, relève aussi
d'une certaine forme de modélisation, puisqu'on donne les règles et on dit aux gens, en fonction de ça, répondez à ces questions, organisez-vous de telle façon pour avancer. Voilà. Alors, nous avons… tu veux rajouter quelque chose? Oui. Oui, non, pour compléter, non, juste pour dire que c'est des questions quand même qu'on se pose dans l'équipe sur comment rendre… Comment donner plus de place aux aspects sensibles. Donc, ça peut être en effet en couplant des approches type facilitation graphique, tel forum, tout ça. Et peut-être, je peux mettre en lien vers le travail de Patrick D'Aquino avec Terry Stories, où il a quand même vraiment essayé de coupler fortement les approches de théâtre avec de la simulation et de la modélisation participative. Donc, il y a notamment un film. Je suis en train de… Je vais vous le coller en lien. On met dans la discussion les liens ou dans… Non, mais là, dans la discussion, oui, c'est mieux, parce que c'est vraiment visible tout de suite à tout le monde. Je vais vous mettre un lien vers un film documentaire sur l'outil qui est développé par Patrick D'Aquino, en l'occurrence au Sénégal. Voilà. Alors, question suivante. Il est 13h56. Sur des zones donc de Vincent Trouillard, sur des zones de grande superficie ou avec beaucoup d'acteurs, comment s'assurer de l'engagement d'un nombre représentatif d'acteurs qui permettent un diagnostic suffisant? Sylvie, tu veux commencer? C'est effectivement la difficulté. Là où dans le cas de la… Bon, on n'était pas sur des zones de très grande superficie. Donc, sur des zones de très grande superficie, peut-être dans le contexte européen, on va recourir à des outils, des numériques pour faire participer les gens au diagnostic. L'engagement, il se travaille avant le diagnostic. Là, j'en ai pas parlé, mais dans le cas de Pat, on a eu toute une phase de sensibilisation aussi de la population où les facilitateurs sont passés dans tous les villages pour dire voilà, on va engager ce processus, venez participer. C'est effectivement extrêmement important pour s'assurer que tous les types d'acteurs sont présents, tous les types de populations, qu'il n'y a pas des groupes familiaux ou des groupes sociaux qui soient laissés sur le côté. Alors, je compléterai ce que vient de dire Sylvie sur des contextes différents où on peut mobiliser effectivement comment dire, du numérique, et donc la façon dont le numérique peut contribuer à ce type de dispositif. Et dès lors, évidemment, la question de l'inclusion se pose dans des termes différents, puisqu'il va s'agir de faire participer sur la base d'une participation numérique. Donc la modélisation participative numérique existe en tant que telle, avec différents instruments. Ça, c'est un premier élément de réponse. L'autre élément de réponse, il sera présenté, et vous avez eu un teasing effectivement de la part de Géraldine autour de What a Game, c'est l'hypothèse de dire laissez les gens se débrouiller tout seuls dans leur modélisation participative ou leur diagnostic, c'est-à-dire donnez-leur des outils simples pour faire des choses chez eux, et ne cherchons pas à être présents dans le diagnostic en permanence, et donc on leur laisse faire le travail. Et dès lors, évidemment, le potentiel de diffusion sociale est plus important, à la condition évidemment que la motivation existe et qu'il puisse y avoir une prise en charge dans le dispositif. Alors, on a un complément sur la notion de modèle 4D avec ficelle et pâte à modeler. Alors, en fait, ce que je vais faire, c'est que j'ai ouvert entre-temps un transparent, tac, 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 pour vous montrer des choses qui sont faites aussi rapidement par certains collègues. Donc, typiquement, bon, là, c'est des travaux qui renvoient tout l'espace de travail sur effectivement la cartographie participative 3D, Giacomo Rambaldi, des gens comme ça. Et là, on a un travail de reconstitution d'un espace 3D par des groupes, disons comme mode de réalisation d'une modélisation. Et puis après, son utilisation effective. Donc ça, c'est lié au manuel sur Participatory 3D Modeling de l'équipe de Giacomo Rambaldi, sur la façon d'utiliser ce type effectivement de dispositif. Et c'est ce qu'évoquait Thierry Merle, par exemple, ce que faisait aussi à une époque de façon très intéressante, je ne sais plus si ça s'appelle la manufacture ou la fabrique du paysage, c'était un groupe localisé dans l'Hérault et qui travaillait sur les dynamiques urbaines de quartier en utilisant ce type d'outils.
Il y a notre Voilà. collègue Sophia Bento, là aussi, qui fait faire des choses comme ça. Oui, Mais absolument. on pourrait être plus du design et de la dimension artistique, quoi. Et c'est vrai que nous, dans nos modèles, on a quand même l'héritage système complexe, commode, tout ça, où en fait, le fait de formaliser, ça nous permet de passer après à la simulation et donc voilà, quoi, d'apporter des compléments un petit peu scientifiques et de voir qu'est-ce qui se passe dans le temps, mais on en parlera la semaine prochaine. Et je pense que les différentes approches sont complémentaires. Absolument. Et donc, la dernière question pour aujourd'hui, c'est une question de Roger Valdec, que je salue, en particulier, donc, qui demande quelles sont les méthodes pour gérer les écarts de représentation et conflits entre participants lors d'un diagnostic. Alors, Sylvie, et puis je compléterai aussi peut-être. Quand on a le temps, on peut faire construire chacun de ces modèles par différents groupes et ensuite faire travailler les gens ensemble pour rapprocher les modèles et essayer d'analyser les raisons des écarts entre les modèles. Maintenant, sur les méthodes elles-mêmes, je n'ai pas forcément de choses très précises à vous proposer, Nils. Oui, alors il y a tout un pan de recherche vraiment scientifique sur ces questions, hein, en particulier sur la question de la co-construction de modèles conceptuels, des choses comme ça, avec des gens comme Venix, Ackermann, Voinov, etc., qui travaillent assez théoriquement sur ces problèmes. Alors, quelle méthode pour? Il y a des méthodes, disons, un peu formelles dans le sens justement du métamodèle ou du langage qu'on propose aux gens et comment après on peut l'utiliser pour comparer des choses. Par exemple, quand on travaille sur des graphes, c'est quoi comparer des graphes? Comparer les graphes, c'est comparer les composants et comparer la structure. Et après, regarder des analogies entre composants, donc en faisant de la simulation, par exemple, sur les textes, hein, si vous parlez de rivière et si vous parlez de cours d'eau, en fait, c'est peut-être la même chose. Et donc, on va rassembler ça. Et puis après, sur la structure hein, du graphe, on va faire des choses. Donc, on peut faire des propositions en disant, mais en fait, vous dites la même chose, mais différemment. Donc, ça, c'est un premier point après théorique. En fait, il y a aussi des procédures sociales. Et ce qui est ça très, très important, c'est ces procédures sociales. Sylvie commençait à en parler en disant, typiquement, on dit aux gens, en fait, travaillez individuellement d'abord. Faites un premier modèle, puis travaillez par petits groupes. Et puis après, on montre tout ça, et puis on se rend compte qu'on a des similarités et des différences. Vous ne savez pas forcément qui a dit quoi, parce qu'on ne veut pas forcément dévoiler ou dénoncer les points de vue des gens, mais on va permettre de voir ces choses-là. Alors, on fait de la fusion, on fait de la comparaison. Bon, il y a énormément de travaux, il y a des thèses nombreuses sur ces problèmes, en particulier sur les systèmes de graphes. Après, c'est un vrai travail qui renvoie aussi à l'anthropologie cognitive. Et méthodologiquement, la notion de gestion des écarts et donc émergence de conflits, elle est très intéressante dans son interprétation, et ça sera peut-être la conclusion pour aujourd'hui, c'est-à-dire que, par exemple, on peut avoir des acteurs qui ont des visions différentes du monde, mais qui vont quand même tomber d'accord sur des actions à réaliser. Inversement, on peut avoir des acteurs qui ont des représentations similaires du monde et qui ne vont pas être d'accord sur les actions à réaliser. Et tout ça renvoie à la relation qui existe entre connaissance, perception d'une situation, cadre de valeur et de préférence de l'acteur et la façon dont, entre ce que je sais, ce que je souhaite et ce que je vais faire, les choses s'organisent de façon différente et ça renvoie aux rationalités. Et toute la question, et vous le savez, depuis le premier webinaire où on a beaucoup insisté là-dessus en disant pourquoi on travaillait spécifiquement sur la notion de décision participative et pas juste de participation communicationnelle ou d'acceptologie, c'est que derrière, il y a la question de ces rationalités. Et cette rationalité, c'est bien cette relation qui existe entre ce que je sais d'une situation, quelle est mon histoire personnelle, donc ce que je sais de moi-même d'une certaine façon, ce que je souhaite ou ce qu'on souhaite, et puis après, comment on en décline des choix d'action dans une certaine interaction. Donc, toute cette mécanique-là, c'est celle qu'on essaye d'accompagner dans ces dispositifs participatifs. Voilà, écoutez, on vous remercie. On vous dit donc à la semaine prochaine, jeudi à 14h15 pour la suite, et nous reviendrons dans la suite de ces questions de modélisation participative sur des dispositifs de type What a Game pour la modélisation et la simulation rapide avec des petits groupes, avec des outils simples. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.